Aujourd'hui, dans Temps Libre, je reçois dans les salons du W Pierre Jouvencel, comédien de théâtre et écrivain, Juliette Ercara, chargée de communication de la compagnie Élégie. Ils vont nous parler de théâtre, de littérature, de Victor Hugo. Victor Hugo, un géant dans un siècle. Le progrès est le propre de l'homme. Pierre va nous faire découvrir Victor, si ce n'est déjà fait. Attention, cette vidéo risque de vous intéresser. Et elle commence après ça. Salut à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Richard. Bonjour Pierre. Bonjour Richard. Attention, vous risquez de sortir de cette vidéo avec un regard nouveau sur le monde. C'est ça Pierre, hein, tu vas justement nous parler du regard de Victor Hugo sur le monde. C'est ça. C'est ça ? Oui, absolument. Voilà. Et Victor, c'est une passion chez toi. Oui, c'est une passion, oui. Oui. C'est une passion assez ancienne, on va dire. Et puis, voilà, alors il y a une passion d'abord pour la poésie, en général, et puis on va dire pour Victor Hugo en particulier. Eh bien, tu vas nous la partager à l'aide d'une pièce de théâtre, Voilà. déjà, que tu joues très prochainement, là, à Bouillargues, qui s'appelle Victor Hugo, un géant dans un siècle, et que je joue à Bouillargues le 1er octobre. Voilà, et donc tu as fait la mise en scène, je crois, non ? Voilà, j'ai fait la mise en scène au départ, et puis après je me suis fait aider par on va dire quelqu'un qui m'a accompagné dans cette mise en scène. Voilà. Mais aussi d'un livre, que tu dédicaceras c'est à Bouillargues aussi ? À Bouillargues aussi, le lendemain, au salon du livre de Bouillargues, effectivement, on va dédicacer. D'accord, et le livre s'appelle ? Le progrès, le propre de l'homme, le regard de Victor Hugo. Voilà, on reste avec Victor Hugo, puisque tu l'aimes. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Voilà. Mais tu aimes aussi Juliette. Aussi, c'est pas incompatible. Voilà. Alors Juliette, tu nous parleras de tout ça aussi. Oui, absolument. Puisque tu es chargée de communication. C'est ça, pour la compagnie. Voilà, pour la compagnie Élégie. Oui. Tu nous racontes un peu ton rôle dans cette aventure ? Oui, absolument. Alors moi, donc, je m'occupe donc de la communication de la compagnie, c'est-à-dire tout ce qui est annonce des spectacles à venir, réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui c'est évidemment incontournable. Évidemment, préparer les spectacles qui viennent, organiser la tournée sur l'année, et puis plus globalement l'administratif de la compagnie. C'est déjà pas mal. C'est bien. Alors autant dire que tu es la compagne, bien sûr, de Pierre, et Pierre le compagnon. Je crois bien, oui. Tu es donc à même de nous dire tout à l'heure, de nous dresser son portrait, en toute impartialité, bien sûr. Absolument, bien sûr. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, vous retrouverez nos vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et sur le compte Temps Libre, sur Facebook ou sur YouTube. Alors j'en profite pour rappeler que nous avons deux programmes, Temps Libre l'émission, comme aujourd'hui, en plateau, on va dire, et Temps Libre reportage. C'est un format de 10 minutes maxi qui est tourné en direct lors d'événements, que ce soit vernissage ou autre événement. Alors toutes ces émissions sont réalisées bénévolement, mais nous avons une cagnotte litchi.com. Alors vous qui rêvez de nous aider par quelques dons, allez sur litchi.com. C'est écrit ici, dans la recherche vous tapez des cagnottes, vous tapez Nîmes Temps Libre et vous arrivez sur notre page avec votre carte bleue. C'est simple, c'est sécurisé et vous donnez ce que vous voulez. Allez, tout est dit, place à nos invités.
Juliette, alors, 2 mots sur la compagnie Élégie, c'est ça, c'est bien le nom. Oui. Et d'où vient ce mot alors, Élégie? Alors ça, je crois que Pierre sera plus à même de vous l'expliquer. Enfin, moi aussi, mais c'est vraiment ça, c'est son bébé. Ah, c'est son bébé. Ah oui, vraiment. Alors, raconte-nous, Pierre. Alors là, Élégie, en fait, bon, il se trouve que depuis que je suis enfant, j'ai une passion pour la musique et pour Gabriel Fauré en particulier. Et Fauré a écrit un morceau de musique qui s'appelle Élégie de Fauré, un morceau piano-violoncelle, et que j'aime particulièrement depuis toujours. Donc j'avais envie d'associer Gabriel Fauré, et puis il se trouve que l'Élégie, c'est aussi la poésie, une poésie mortuaire, une poésie très avec beaucoup de nostalgie, assez sombre, et ça fait partie aussi quelque part de mon caractère, à la fois extraverti, qui va beaucoup vers les autres, mais en même temps qui peut être aussi secret, assez sombre, etc. Et donc je trouvais qu'Élégie, à la fois la poésie et puis Fauré, tout ça allait très bien ensemble. D'accord, voilà. Ok. Et alors pourquoi avoir créé une compagnie ? Parce que je crois que tu avais envie de voler un peu de tes propres ailes au niveau théâtral. Voilà, ça donnait en fait. de l'indépendance, hein, c'est ça ? Voilà, en fait, ça me permettait de jouer mes propres œuvres et puis vraiment de me libérer un peu du carcan des troupes auxquelles j'étais habitué. Voilà. D'accord, parce que tu as monté quand même plusieurs pièces, je crois. Oui, j'ai monté plusieurs pièces, voilà, mais ce sont mes créations et un peu mes bébés, mes envies. Pièces et tu les joues toutes ou tu as monté pour d'autres ? Alors j'ai fait un peu les deux en fait. Il y a des spectacles que j'ai créés et que j'ai joué, et puis il y a des spectacles que j'ai créés, que j'ai adaptés et puis que j'ai mis en scène mais dans lesquels je ne joue pas. Bon, qui sont pas toujours liés à Victor Hugo quand même. Ah non, il n'y a pas que Victor Hugo dans ma vie, heureusement. Mais il n'y a que Juliette. Ah mais il n'y a que Juliette. J'espère. Il n'y a que Juliette, mais non, heureusement, il n'y a pas que Victor Hugo. D'accord. Je fais d'autres spectacles. Alors après la minute de pub, on parlera du parcours de Pierre, vous verrez des extraits vidéo de sa pièce. On parlera de Victor Hugo et votre vie de saltimbanque. Hein, on va voir ça. Allez, à de suite. Alors j'ai parlé d'aventure, car c'en est une, hein, puisque vous reprenez l'exemple de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, hein, qui partait en tournée sur les routes avec sa troupe. Alors, c'est un retour aux sources, puisque vous, c'est en camping-car, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. On s'est motorisé par rapport à Jean-Baptiste. Ouais. D'accord. Mais c'est, comme je disais, c'est saltimbanque, hein, et vous aimez bien ce mot, c'est pas du tout péjoratif. Pas du tout, au contraire. C'est l'âme même du théâtre, je crois. D'aller effectivement. Parce qu'en plus, c'est donc, pas par hasard, hein, bien sûr, c'est pas pour le plaisir que vous prenez. Enfin, c'est aussi pour le plaisir vous prenez le camping-car, mais c'est quand même dans le but d'aller jouer de ville en ville. Oui, c'est ça, c'est d'aller jouer, d'être absolument libre aussi pour aller jouer partout. Ouais, tout à fait. Alors Juliette, tu vas nous raconter le parcours de Pierre quand même, et on va voir que c'est un saltimbanque dans l'âme. Oui. un itinérant au sens propre.
Oui, oui, c'est vrai. Je crois que sa vie a été faite de plusieurs vies. Il est né à la Seine-sur-Mer dans le Var, ce monsieur. Il a 63 ans aujourd'hui et c'est vrai que depuis toujours, il est passionné de poésie et de théâtre, depuis vraiment tout petit. Mais bon, c'est vrai que tu ne viens pas d'un milieu du tout qui était familier du théâtre. Et par contre, sa maman était musicienne. Et donc, du coup, tout naturellement, au lieu de s'inscrire dans un conservatoire de théâtre, ce qui aurait peut-être été effectivement ton souhait étant enfant, eh bien, ses parents l'ont inscrit au conservatoire de musique de la Seine. Et c'était une punition? Non, c'est pas une punition. Non, c'est pas une punition. Mais c'est vrai que j'étais sans doute moins doué pour la musique. Bon, je suis doué un tant soit peu que pour le théâtre. Surtout que tu avais choisi. J'avais choisi le hautbois. Ouais. Voilà, non mais franchement, le hautbois. Qui choisit le hautbois comme. Pourtant, c'est beau. Moi, je reste quand même assez fan du hautbois. J'avais déjà entendu du hautbois avant de te rencontrer. Si, peut-être. J'ai joué aussi du cor anglais. Ça, je savais pas. Ouais, mais c'est un peu la même chose. Plus grave. Alors, en tout cas, à propos de gravité, tu perds ta maman tôt, puisque tu n'as pas tout à fait 15 ans. Et à ce moment-là, en fait, la musique s'arrête pour toi. La mort de ta maman met un arrêt à ces études de musique. Et par contre, tu poursuis tes études, par ailleurs. Et à partir de là, vraiment, c'est une carrière très fournie, très remplie, entre administration territoriale, chambre régionale des comptes, politique. Et du coup, le point commun avec le côté saltimbanque, c'est que j'ai beaucoup bougé dans l'Hexagone. Forcément. Beaucoup bougé professionnellement et géographiquement aussi. Et géographiquement. Donc la politique, ce sera élu local, conseiller départemental, conseiller régional, et puis finalement Nîmes, où tu vas terminer ta carrière comme directeur interrégional de l'INRAP, donc l'Institut de la recherche en archéologie préventive. Ah oui, en effet. Ouais. Donc on est loin du théâtre, oui, tout ça quand même. Oui, mais parallèlement, je faisais quand même du théâtre. Voilà, d'accord. Oui, en même temps. Voilà. Alors voilà, en même temps, depuis 1989, en fait, tu as toujours joué, il a toujours joué dans diverses compagnies de théâtre, donc des troupes. Et puis jusqu'en 2014, où c'est là vraiment que l'envie de voler de ses propres ailes va vraiment se faire sentir. Et donc, il crée la compagnie Élégie en 2014 pour pouvoir interpréter ses propres textes. Donc, ça sera d'abord Les Fleurs du Mal de Baudelaire, que tu vas jouer. Et puis ensuite, en 2015, le spectacle qui nous concerne un peu aujourd'hui, donc Victor Hugo, Un genre dans un siècle. D'accord. Et qui tourne depuis et qui est à Avignon au festival depuis 2018. D'accord, ça on va en parler tout à l'heure. Donc c'est tous les ans avec un grand bonheur et cette année peut-être encore plus puisque ce festival a été couronné du prix du meilleur auteur contemporain. Voilà. C'était une belle récompense. Et puis en 2021, la chose importante aussi, c'est que tu as mis en scène un spectacle sur Sand et Musset qui s'appelle À feu et à Sand, que tu as écrit et adapté. Enfin, c'est la correspondance entre Georges Sand et Alfred de Musset que tu as adapté. Ouais. Et que tu as créé à Montpellier en juin 2022. Super. Alors tout ça nous mène à aujourd'hui, où tu te produis sur scène, donc tu nous rappelles... Bouillargues, 1er octobre. Voilà, non mais dans quelle pièce, le nom de la pièce? Victor Hugo, Un géant dans un siècle. Voilà. Tu nous fais un peu le pitch, comme on dit. Le pitch, oui, si tu veux. Allez, vas-y. En fait, c'est Victor Hugo qui est à la fin de sa vie et qui prend le public à témoin et qui se raconte. Et donc, Victor Hugo, on va égrener la vie d'Hugo, de sa naissance à sa mort, en illustrant les grands moments de sa vie par ses poèmes. Il y a 12 poèmes d'Hugo. Ouais. Et ses discours, il y a 2 discours. Le discours pour l'abolition de la peine de mort de 1848 et le discours sur la misère de 1849. D'accord. Voilà. Pourquoi ces 2 discours? Parce que c'est 2 combats majeurs de Victor Hugo. Ok. Eh bien, on va voir un petit extrait. L'homme qui se présente devant vous est prêt à affronter le jugement de l'histoire. Je m'appelle Hugo, Victor Marie. Je suis né le 26 février 1802 à Besançon. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas.
Je dis que de tels faits dans un pays civilisé engagent la conscience de la société tout entière, que je m'en sens moi qui parle, complice et solidaire. Quant à ma mort, vous comprendrez qu'il m'est difficile de vous la relater. Alors, tu vas nous dire quand même comment, tu vas même nous l'expliquer, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être peu de gens qui se sont autant consacrés à la vie de Victor Hugo que toi. Mais comment il imaginait le progrès alors ? Alors, pour Hugo, en fait, le progrès, c'était d'abord effectivement le progrès matériel, comme pour tout un chacun, puisque le 19e siècle a été quand même une phase de progrès matériel assez considérable. Donc, alors, excuse-moi, mais il faudrait aussi peut-être resituer le contexte un peu historique, parce que bien sûr, il n'est pas dans la même époque que nous, donc pour lui, le progrès, quand tu parles de progrès technologique, on va dire, c'est quoi au départ, lui, dans quoi il vit ? Ben, lui, il est né en 1802, hein, voilà. D'accord. Donc il est né en 1802. Donc on va dire que la révolution industrielle, finalement, il va vraiment la connaître à l'âge adulte. Et donc il s'inscrit. Il faut savoir aussi que pendant le Second Empire, il n'est pas là, hein, il est en exil. Donc il a aussi une vision qui est plus livresque à la limite que quelque chose qui vit personnellement. Mais par contre, il se rend très bien compte, avant de partir en exil, de cette évolution du progrès technique qui est inexorable et en même temps des dégâts que ce progrès technique fait à l'époque, puisque 1849, le discours sur la misère, 1850, les caves de Lille, il voit à ce moment-là tout ce que le progrès finalement va entraîner aussi de malheur pour le monde ouvrier, etc. Bon. Donc, et ce progrès pour lui, bon, tu parles du monde ouvrier, c'est-à-dire lui il a un positionnement politique peut-être, non ? Alors il a un positionnement politique qui est très, très vaste, puisqu'il sera royaliste par sa mère, il va soutenir Charles X au départ, son père est général de Bonaparte, de Napoléon, donc il aura un moment où il va être proche de Napoléon Ier, puis il va devenir confident de Louis-Philippe en 1844. Donc on dit que voilà, il va vers le libéralisme, et puis il va partir en exil puisqu'il soutiendra Louis-Napoléon en 1848, et puis après l'exil, il reviendra républicain et plutôt il siégera à la gauche de l'Assemblée. Donc il le soutient, mais il part en exil parce que il ne le soutient plus après le coup d'État, mais il le soutient en 1848 quand il est président de la République. Alors est-ce qu'on dirait quoi maintenant ? On dirait que c'est une girouette, non ? Alors non, parce qu'on ne peut pas dire ça, parce que en fait, même s'il a été sur tous les bancs de l'échiquier politique, il aura eu des combats constants. Donc il aura défendu depuis toujours les mêmes combats. Voilà. La peine de mort, le combat sur la misère, l'égalité homme-femme, l'instruction gratuite. Il y a une ligne directrice, il y a une ligne directrice, voilà. Dans ces combats, il restera... Voilà. Mais pour reprendre, si tu veux, parce que le progrès technique, pour Hugo, le progrès technique, mais c'est aussi le progrès spirituel. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est qu'en fait, il ne dissocie pas le progrès matériel et le progrès spirituel. D'accord. Mais c'est bien, alors... on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire comment il dissocie pas ? Il dissocie pas parce que pour lui... il veut faire évoluer à la fois l'esprit des gens, la mentalité des gens, en même temps que le progrès. Il veut que les gens... Oui, parce qu'il considère que s'il n'y avait que le progrès technique, mais que si l'homme n'évolue pas, en fait, le peuple ne pourra pas s'élever. Le peuple ne pourra s'élever que parce que, effectivement, il aura été éduqué, il aura été instruit, et il faut quand même, dans toute l'œuvre d'Hugo, évidemment, sous-jacent, il y a sa croyance en Dieu, son aversion pour l'Église, pour l'institution, et en même temps une croyance inébranlable en Dieu, et donc il aura toujours cette foi chevillée au corps. Donc quand je parle de progrès spirituel, c'est pour lui aussi le fait qu'il faut élever les âmes, mais aussi il était là-dessus quelqu'un qui avait vraiment une vision très très spirituelle des choses et de la vie. J'adore les gens passionnés. Et c'est vrai, tu es un passionné, hein, ça se voit hein, quand il parle. Il croit à la transcendance, en fait. Voilà. Alors donc tu joues cette pièce, parce que alors, la pièce, tu l'as créée dans le sens où c'est toi qui as
qu'a repris, non? Comment ça se passe? Comment ça s'est En passé? fait, j'avais envie de faire entendre des poèmes d'Hugo, j'avais Voilà. envie de faire entendre Hugo, l'homme politique aussi, pas que le poète. Et tout ça, il fallait faire des liens pour pouvoir articuler tout ça, pour que ça devienne... pour construire cette histoire et que finalement je raconte quelque chose, et donc ça, le reste, je l'ai écrit. Donc c'est pas, on va pas dire que c'est, tu racontes pas sa vie en fin de compte, hein, c'est Si, pas. si, je raconte quand sa même, vie. c'est Je son raconte sa vie. parcours. C'est vraiment sa vie de sa vie, 1802 à 1885. D'accord. Voilà, Et c'est donc, sa vie. et tu lis des. Je lis pas, je dis tout est joué, Oui. en fait, rien n'est lu. Non, Mais par contre, effectivement, ce sont des textes d'Hugo. Voilà, Les c'est ça que je veux poèmes dire. sont d'Hugo, et évidemment, les discours politiques sont Alors d'Hugo tu aussi. dis, comment on dit? Tu dis. Je dis. Voilà. Tu joues, tu Je joue. Tu joues. J'interprète. D'accord. J'incarne. D'accord. j'essaie. Voilà. C'est formidable. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout que on va rappeler quand même que le spectacle là, que tu produis à Bouillargues, Ouais. que tu joues à Bouillargues, pardon, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Hein, Ça, alors donc vous n'avez pas. vous êtes invité par la mairie de Bouillargues. Oui. Voilà. Merci. On le remercie. Merci, Oui, qu'on le remercie. maire. Merci le maire Absolument, au ouais. passage. Oui. Et mais donc vous n'avez plus d'excuses, hein, là, gratuitement, il faut aller le voir, hein, parce qu'en plus Hugo c'est un personnage intéressant. Alors et puis cette pièce, comme l'a dit tout à l'heure Juliette, et ben voilà, ça nous emmène à Avignon, Voilà. où tu as été 2-3 fois, c'est ça? Oui, c'est la 4e fois cette année. Ouais. 4e fois cette année, et c'est la consécration. Oui, enfin, je ne sais pas si on peut parler de consécration, mais ça a été Bah, un bel disons Avignon. que- Un bel Avignon. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, tu nous rappelles, donc, c'est, ou Juliette, peu importe, tu nous rappelles le prix, donc c'est quoi? Oui, alors c'était une belle surprise de fin de festival. C'était quoi comme prix? C'est Excuse-moi. le prix du meilleur auteur contemporain du festival. Voilà. Donc c'est un prix qui est remis par quand même, hein. Avignon à l'unisson, qui est un groupe de journalistes et qui remettent des prix à l'issue du festival chaque année. Oui, des gens qui s'y connaissent quand même un peu. Donc, Oui, oui, c'est oui, pas. tout à fait. Non, mais ça C'est pourrait vrai être un coup de cœur ou je sais pas. Non, mais là, c'est Ouais, quand même par des pros, on va Non, dire. on était évidemment très, très heureux. Ouais, Et puis j'ai c'est touché, vrai ouais. qu'au-delà d'être peut-être bêtement flatté, c'est aussi la récompense de beaucoup de travail. Voilà. Alors, on va parler quand même de ton livre aussi, hein, parce que ça parle aussi de Victor Hugo. Oui. Fais-nous rêver. Alors, en quoi d'abord c'est différent de la pièce? Ah ben c'est différent parce que là c'est un essai, c'est pas du tout du théâtre en fait, et c'est un dialogue entre quelqu'un qui pose des questions, un petit peu on dirait Jacques Chancel à Comme l'époque, moi qui pose des questions, Non, ou comme toi, moi, comme ou moi, toi, comme moi. ou toi, Attends. qui pose des questions, et donc le livre est en 2 parties, il y a une partie qui traite du 19e siècle, et donc je réponds, mais comme si Victor Hugo répondait, parce qu'en fait là on a la matière, parce que on sait, on a les livres, et donc Oui. c'est assez facile de répondre sur les questions qui Là, sont posées. rappelle-nous quand même le sujet au départ. Le progrès, c'est le progrès, Ouais. le propre de l'homme, Voilà. qui est une idée reprise de Victor Hugo, puisqu'il croyait, il croyait dans cette idée de progrès. Et en fait, on pose des questions à Victor Hugo, c'est qu'est-ce que le progrès pour vous, sur plein de questions. Hein, le progrès, effectivement, le progrès matériel, quel est le lien entre l'art et la science, parce que c'était un sujet Alors, que... 2 mots quand même, Ouais. pour nous dire qu'est-ce qu'il en ressort, c'est quoi, qu'est-ce qu'il pensait lui, comment il Mais- voit. Alors comment il voit. Moi, je suis curieux de. Ouais. C'est le sens de ma question de tout à l'heure quand je te disais il faut resituer le contexte de l'époque, Ouais. parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de voir comment un homme de cette époque-là Ouais. pouvait imaginer ce que Ouais. pouvait être notre monde à nous Ah maintenant. oui, ben c'est facile. Alors, Hugo oui. voyait le XXe siècle comme un siècle radieux, en fait, parce qu'il pensait qu'on allait élever le peuple par l'éducation. Et que si on était les uns et les autres conscients de ce rôle d'éduquer le peuple ne pouvait que s'élever, et donc on allait arriver à la fraternité entre les peuples. Il rêvait à une république universelle, il avait imaginé les États-Unis d'Europe. Universel mondial. Oui, universel. Il avait imaginé les États-Unis d'Europe, il avait imaginé l'égalité homme-femme, c'était un monde dans lequel il n'y avait plus de peine de mort, c'était un monde dans lequel on avait détruit la misère, donc il voyait tout ça pour le XXe siècle, mais on était aussi Il a fait dans... un peu fort là. Quand même. Oui, mais parce qu'on était aussi dans malheureusement, un il monde s'est au un peu- XIXe siècle, il y a Ouais. toutes les théories utopistes qui vont fleurir. Et effectivement, ces penseurs-là du XIXe siècle imaginaient que le XXe siècle serait radieux.
Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait par rapport au livre? Donc vous avez compris, on vit dans un monde radieux. Hein. Alors le 19e siècle d'Hugo n'est pas radieux, Mathieu. parce qu'effectivement, il y a tous ces problèmes-là. Alors moi, j'ai enjambé le 20e siècle, parce que bon, le 20e siècle, nous, avec le recul de l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Bah oui. Donc ça n'avait plus tellement d'intérêt. Ça a été aussi la plus grande boucherie qu'on ait connue. Hein. Là, donc, c'est le côté, on est passé... pour le coup, c'est le côté sombre du progrès. Oui, c'est le côté sombre du progrès. Alors, malgré le fait qu'il y ait quand même eu des avancées considérables au XXe siècle, hein, dans la médecine, et certains progrès techniques, etc. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses bien aussi, il n'y a pas eu que du mal. Mais donc, j'ai enjambé le XXe siècle et je suis passé au XXIe, avec effectivement les enjeux d'aujourd'hui. Internet, notamment, l'intégrisme religieux, le terrorisme, etc. Donc, et j'ai essayé de voir si Hugo était parmi nous, avec les idées qu'il avait, qu'est-ce qu'il pourrait en penser. Ah, génial. Donc évidemment, c'est beaucoup plus subjectif, c'est beaucoup plus casse-gueule, mais c'était aussi intéressant. C'est la deuxième partie du livre. Voilà. Ben, donc, vous devez acheter le livre. Voilà. Évidemment, bien sûr. Alors, Juliette, on retrouve aussi Pierre alors dans les collèges et les lycées. Oui, beaucoup, de plus en plus souvent et avec beaucoup de bonheur parce que ça c'est le côté passeur qu'on aime beaucoup, qu'il affectionne particulièrement. Oui, la transmission. La transmission, voilà, pouvoir jouer d'abord la pièce dans les collèges et les lycées et pouvoir ensuite se caler sur le programme qu'ils ont, soit au collège, soit au lycée, où ils étudient Hugo. Je sais que par exemple en troisième, ils étudient les contemplations. Voilà, donc l'œuvre quand même majeure d'Hugo en poésie. Et donc à la fois jouer le spectacle, leur faire entendre cette poésie d'Hugo, la sortir d'un contexte purement professoral. Donc souvent ils adhèrent vraiment bien, les gamins. C'est plus amusant. C'est plus ludique. Tout d'un coup c'est incarné. Donc voilà, ils voient Hugo d'une certaine manière, ça leur parle. Oui, puis je dis, il y a un air de ressemblant. Oui, il y a un air de... Oui, physiquement. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques photos aussi, tiens, comme ça vous allez voir. Oui, en costume, il y a un petit air. Et puis ensuite, c'est toujours un temps d'échange avec eux, qui dure en général 1 heure, mais qui peut aussi se prolonger sur quelques séances, où là, du coup, plus globalement, Pierre va leur parler de la poésie au 19e, de l'idée de progrès, par exemple, chez Hugo, mais de tout autre sujet qui peut coller avec le programme des professeurs. Alors, ils ont des questions surprenantes, des fois, non? Il y a c'est toujours comme ça, les enfants. Ils y vont, ils se posent pas de... Enfin, eux se posent pas de questions, mais ils en posent. C'est merveilleux, on a des perles. Il y a eu quelques perles. Mais c'est super. Tu vas faire un livre. On a les perles d'Avignon aussi, et les perles de tu vois, voilà, un livre de perles. Alors ça aussi, du coup, c'est dans votre vie de saltimbanque, parce que c'est pas que sur la région, on est bien d'accord, hein, c'est aussi un peu dans toute la France, un peu partout. Et donc, d'où cette vie en camping-car. Alors, dis-nous 2 mots quand même. Là, on va sortir du cadre un peu professionnel pour le cadre un peu privé. Un peu privé, alors, oui. c'est cette vie un peu romanesque, hein, quand même. Parce nomade. Voilà. Nomade, oui, c'est une envie... moi, je sais que j'ai cette envie depuis toute petite. J'ai toujours rêvé, en fait, de vivre sur les routes. Je ne sais pas, je dois... Alors, effectivement, il semblerait que j'ai des ancêtres roms. Donc, ça doit venir de là. Sans doute, je ne sais pas. Il y a un chromosome qui traîne. Argent. Ouais, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, chez moi, j'ai toujours eu envie de vivre ce type de vie. Toi aussi. Et puis... Et on n'ose jamais. Mais tu veux que je te dise, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui ont envie, surtout là, peut-être aussi avec le Covid, tout ça, ça a accentué ce besoin, cette envie. Sans doute. Et en fin de compte, beaucoup de gens n'osent pas parce que... Et vous, il faut quand même le dire, vous avez osé. On a osé, parce qu'en fait, on a tout lâché parce que il faut ajouter que c'est pas... Bien sûr, c'est pour aller de ville en ville, pour jouer, etc. Mais c'est à temps complet. Vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus d'appartement. On a tout mis en location. Voilà. Donc c'est assez incroyable. C'est une expérience, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit, on a envie, on ne sait pas combien de temps ça durera, tant que ça nous plaît, tant qu'on y prend du plaisir. Le jour où on ne prendra plus de plaisir, on se resédentarisera sans doute à Nîmes ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. C'est des beaux moments. J'ai vu que tu nous partageais sur... bien sûr, vous pouvez retrouver sur Facebook. Des fois, tu nous partages des belles photos, tout ça. D'ailleurs, on en voit quelques-unes de la vie en camping-car. C'est agréable.
Voilà. Et ça a créé un changement quand même au départ ou non Oui, ça a été... Ça s'est fait naturellement sans Oui, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment qu'on y réfléchit. Oui, En fait, mais entre le y penser et le vivre, des fois c'est bien pas sûr, bien sûr. Non, mais c'est assez... moi, je peux parler pour Pierre, mais moi, j'en avais tellement envie depuis si longtemps que, en fait, c'était presque un peu trop... C'était très émouvant au départ. Oui, j'ai eu quelques jours d'adaptation, mais je pense que c'est normal. Et aujourd'hui, non, mais il y a quand même cette perte de justement, la sédentarité fait que... Il y a une sécurité. Une sécurité, Ouais, voilà. c'est ça. On part un peu comme ça. Là, on dort n'importe où. Ouais. C'est sûr. Oui, c'est très différent, mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que même dans cette vie de nomade, eh ben, évidemment, on a toujours des repères, toujours, et en fait, on se crée d'autres rituels. Oui. Et aujourd'hui, cette vie, finalement, j'ai l'impression qu'on l'a toujours vécue comme ça. C'est fou comme très vite on ritualise. Eh bien écoute, c'est super, parce qu'en attendant, on les voit heureux, et ça fait chaud au cœur, hein, c'est ça qui est important. Alors, tu vas quand même nous rappeler comment on peut vous contacter, enfin comment on fait, par quels moyens. Je vais faire mon métier de chargé de communication. Un petit peu, on va revenir un petit peu au boulot là, allez au boulot. Très bien, alors au boulot, vous pouvez nous contacter par tous les moyens modernes que le progrès nous a amenés. Donc vous pouvez évidemment nous retrouver sur Facebook, donc à Compagnie Élégie. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à Élégie Compagnie. D'accord. Switch. Sur le site de la compagnie, www.compagnieélégie.com. Et puis, voilà. D'accord, voilà, ok. Et une adresse mail peut-être. Voilà, oui, alors tout en minuscule et tout attaché, compagnieélégie@gmail.com. Super. Et donc, on peut vous contacter là pour que ce soit pour des spectacles, les gens qui veulent organiser des spectacles, que ce soit mairie, école, les écoles. Et même des particuliers. Je joue aussi chez des particuliers. Ah ouais. Parce que j'aime bien ça. Et puis, on aime bien ça. Et puis, c'est très, c'est toujours très chaleureux, très sympa. Donc, si vous avez tu joues dans le jardin. Ou dans le jardin. Et comme en fait, ce spectacle, j'ai l'hiver, besoin de très peu d'espace. Oui. Puisque c'est un peu comme un conteur. En fait. Voilà, c'est très concentré sur effectivement l'incarnation. Donc, si vous avez une maison assez grande, vous avez une trentaine d'amis, eh bien, écoutez, vous les invitez, on passe une super soirée. Ça fait des soirées, Il y a le les chanteurs font ça aussi. Et l'avantage, c'est qu'on peut discuter après, c'est sympa. Ça se fait pas mal, ça aussi. Hein. Alors, on rappelle quand même les dates, qui veut s'en occuper, de rappeler les dates du spectacle. Bouillargues, donc Bouillargues, 1er octobre, 17h30, Parc Blachère. Et c'est gratuit. Voilà. Et puis... 2 octobre, Salon du Livre. 2 octobre, Salon du Livre, toujours à Bouillargues. De 10h à 18h. Voilà. À la salle de la Berge. Tu vois que tu sers à quelque chose. Oh, mais et comment? Bien sûr. Personne n'en doute. Merci, merci les amis. Bon, vous serez toujours les bienvenus. Hein, vous gentil, savez, maintenant vous connaissez la maison. Alors vous retrouverez sur Facebook aussi, sur notre groupe Temps Libre, vous retrouverez leur actualité. Hein, tu peux les poster sur le groupe, je te donnerai. Merci de nous suivre. Pensez à partager cette vidéo, c'est important. Profitez bien de votre temps libre. Salut!